Le gros souci de Grease, c'est que moi, et comme beaucoup d'autres femmes qui m'entourent, pendant très longtemps, j'étais team John Travolta dans le film, parce que je le trouve trop beau, trop sexy, et que là, en fait, il lui agrippe le sein, donc ce qui est une agression sexuelle. Et qu'en fait, Sandy se met à crier en disant « Non, Danny !» Lui, il interprète ça pour de l'enthousiasme. LOL, dans La Belle et la Bête, déjà, tout est contenu dans le titre. La Belle et la Bête. Donc nous, on est complètement réduits à notre physique. Et si ce qui compliquait nos histoires d'amour, ce n'était pas une question de compatibilité, mais une accumulation de récits qui biaisent notre regard sur l'autre et sur nous-mêmes. Des séries, des chansons, des films, une pop culture qui nous dit qu'un homme qui fait du mal, voire qui est violent, c'est un homme qui aime fort, qu'une femme sûre d'elle, brillante, libre, c'est trop ou pas vraiment aimable, qu'une histoire d'amour calme qui ne fait pas souffrir, c'est boring et même c'est pas vraiment de l'amour. Des figures et des scripts qu'on connaît tous et toutes. Le bad boy qu'on rêve de sauver et de réparer, l'ex folle qu'on moque entre potes, la fille trop qui fait peur. Cette histoire d'amour impossible qui finira par triompher malgré tous les obstacles traversés, peu importe les dégâts collatéraux. Aujourd'hui, je reçois Chloé Thibault, autrice et journaliste. Salut Chloé, comment vas-tu ? Salut, écoute, je vais très bien. Ravie d'être avec toi. Pareil, je suis vraiment hyper honorée de te recevoir aujourd'hui. Tu fais partie, sache-le, je ne te l'ai pas dit en off, donc je te le dis maintenant, je vais avoir les joues qui vont rougir. Tu fais vraiment partie de ces personnes dont le travail a véritablement bousculé ma vision de l'amour et tous mes repères que j'avais dans ma vie amoureuse. Je pense que c'est une très bonne chose, car je considère que tu m'as aidé à aimer plus en conscience. Donc je suis vraiment super contente d'être avec toi aujourd'hui. Ce que tu fais, ton travail, tes recherches, tes écrits, c'est de démonter ces récits et ces représentations dont je parlais il y a quelques instants. Tu les analyses, tu les documentes, tu les relis à ta propre vie. C'est aussi ce que j'aime beaucoup dans tes 2 essais. Tu as sorti il y a 2 ans « Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer », que j'ai là, qui est sur ma table de nuit, donc vraiment, c'est un de mes livres de chevet, où tu décryptes comment la pop culture nous apprend à aimer les hommes violents. Et aujourd'hui, tu sors un nouvel essai, dont on va parler aujourd'hui. C'est un essai qui est en miroir du premier. Pourquoi les hommes ont peur des femmes, la fabrique culturelle de la misogynie, où là, tu décryptes comment cette pop culture, elle construit la peur des femmes. Vaste programme. Mais je tiens juste à revenir sur ce que tu as dit. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un mix entre ton domaine d'expertise, donc les violences de genre, et le mien, l'amour. Et pour ça, on va essayer de répondre à une question qui va, je pense, j'espère, aider un maximum d'auditeurs et d'auditrices, et moi-même. et moi aussi, tu sais. Aussi. Cette question, c'est comment la prise de conscience, donc comment, lorsqu'on prend conscience de la romantisation des hommes violents, et de la diabolisation des femmes dans la pop culture, ça peut nous permettre de créer les conditions d'un amour plus sain et plus égalitaire entre les hommes et les femmes. Donc en clair, comment on peut aimer mieux une fois qu'on a déconstruit les récits toxiques de la pop culture. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête, vaste programme. Alors, on va commencer, je pense, par le début, en identifiant ces récits dont tu parles. Il y a 2 récits que tu explores. Il y a le récit qui dit qu'on nous a appris à aimer les hommes blessants, dominateurs et violents. Et le récit qui nous a appris à diaboliser les femmes qui s'affirment, à s'en méfier. J'ai identifié 3 archétypes masculins qui reviennent dans la pop culture. J'aimerais bien qu'on les identifie, qu'on voit bien de quoi il s'agisse et qu'on donne des exemples. Il y a le fameux bad boy. Exemple numéro 1. Notre préféré. Celui qu'on préfère. Vraiment toutes. Pour moi, je dirais que c'est le mec distant et intense en même temps. Donc, c'est celui qui disparaît et puis qui revient comme une tempête. On ne sait pas pourquoi. Pour nous renverser. Mm-hmm. Est-ce que tu as des exemples qui peuvent illustrer ce bad boy dans la pop culture ? Moi, j'en ai identifié 3. 3 exemples ? Ouais. En fait, pour moi, le bad boy, il a vraiment plein de masques possibles. Mais c'est vrai que j'ai grandi, comme nous toutes, avec beaucoup de comédies américaines, des teen movies. Et donc, la plupart du temps, le bad boy, en fait, soit c'est le mec, justement, un peu harceleur, tu vois, le bully du lycée américain, celui qui est plus musclé que les autres, plus populaire que les autres. Le quarterback. Voilà.
Soit ça peut aussi être un autre archétype qui est le blouson noir, enfin voilà, celui qui est un peu plus rock avec une moto. Grease, ou bien un peu plus niche, quoique dans Freaky Friday, je sais pas si tu l'as. Ah non, celui-là je l'ai pas du coup. Celui, le mec dont elle tombe amoureuse, voilà, qui a une moto, qui la ramène en moto, qui porte un blouson en cuir. Ça marche aussi pour Dirty Dancing par exemple, dedans Johnny. Ça marche aussi pour l'amour ouf. Voilà, ça marche complètement pour l'amour ouf. Et puis après, il y a quand même d'autres déclinaisons du bad boy où là, ça peut être, le mec vraiment violent, qui fait de la prison, qui prend de la drogue, des choses un petit peu plus hardcore que ce qu'on voit dans les comédies américaines pour ados. Ouais. Est-ce que le Mr. Big de Sex and the City, tu le mets dans le bad boy ou tu le mets dans le torturé? Non, alors là, ça va peut-être virer un peu à la question sociale, mais peut-on être un bad boy quand on a un penthouse en plein Manhattan? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Alors, un mec toxique, en tout cas, certainement. Ouais, c'est-à-dire alors lui, c'est peut-être plutôt le mec torturé, du coup. Ouais, alors le problème, c'est que tous, tu sais, c'est les fameux schémas avec des cercles, tu sais, où les cercles se rencontrent au milieu et on a la quintessence, le pire. Voilà. Big, oui, il est torturé, mais comme tous, en fait. C'est ça le gros souci de ces archétypes, c'est qu'ils ont toujours une bonne raison de nous faire du mal. Ce qu'il y a derrière, c'est que nous, on y voit dans ces relations avec le bad boy, on voit de l'amour. En fait, il y a surtout de l'instabilité et souvent de l'indisponibilité émotionnelle. Absolument. Pour moi, tout repose sur ce fameux adage « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Ce qu'il y a avec le bad boy, contrairement à l'archétype du nice guy, donc le mec sympa, c'est que le bad boy nous fuit. En tout cas, il n'est pas dispo. Il veut de nous, mais à un instant T, le lendemain, il ne veut plus de nous. Et c'est malheureusement ça qui est très, très, très toxique et qui est à l'origine de tellement de scénarios. C'est qu'en fait, le mec sympa, disponible, prévenant, qui est là pour nous, la plupart du temps, il est relégué au rôle de meilleur ami, voire de meilleur ami gay dans ces films-là. Donc, on ne l'envisage même pas parce que, je me cite, il ne vend pas du rêve, Marie-Charlotte, il ne me fait pas rêver. Ah, c'est ça qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi ça ne nous fait pas rêver, justement. Il y a aussi un autre film que j'ai l'impression que tu cites souvent, c'est N'oublie jamais, The Notebook, avec Ryan Gosling. Alors lui vraiment, il coche toutes les cases, non? Ouais, c'est aussi une forme de bad boy, quoi qu'il soit quand même super sympa, Noah, dans le film, proche de son papa, qui lit de la poésie. Donc bon, c'est pas le blouson noir, mais en tout cas, il est d'une classe sociale bien inférieure à celle de l'héroïne, et il la pousse à être un petit peu moins sage, un petit peu moins poli, à se rebeller. En fait, souvent, c'est ça. Le mauvais garçon, c'est celui qui nous invite à nous aussi être un peu plus mauvaises. Donc, celui qui s'attire les foudres, évidemment, des beaux-parents, ce qui est largement le cas dans N'oublie jamais. Ouais. Je pense ici à la question « Peut-on être un bad boy en étant milliardaire à New York ?» Mais évidemment, 50 nuances de Grey, Christian Grey, qui rentre dans cette catégorie très toxique, mais qui a de bonnes raisons de l'être, puisque lui aussi a souffert dans son enfance. Donc, le mec torturé, lui, en fait, son schéma, c'est que... Enfin, le schéma de la relation, c'est que la nana, elle est un peu thérapeute ou la psy, quoi, et qu'elle veut... Et que nous, les filles, dans ce genre de situation, ce qu'on a envie de faire, c'est de réparer et de le sauver, qu'il devienne quelqu'un de meilleur. Moi, dans mon livre, j'ai inventé le syndrome Chuck Bass. Donc, Chuck Bass, c'est l'un des héros, voire anti-héros de la série Gossip Girl, qui justement, pendant toutes les saisons de la série, vit une histoire d'amour, entre guillemets, passionnelle avec Blair Waldorf. Et donc, justement, Chuck Bass ressemble pas mal à Christian Grey, peut ressembler, sous quelques aspects, à Mr. Big aussi. Ce sont justement ces mecs complètement névrosés. Bon, on l'est toutes et tous, mais eux particulièrement, qui ont souvent une enfance compliquée, un ou des parents qui ne leur ont pas dit « je t'aime », maltraitants émotionnellement, carencés, et qui ont en face d'eux une bonne vieille infirmière. Donc en fait, ce syndrome Chuck Bass répond, en tout cas fait résonner très fort, notre syndrome de l'infirmière. Je dis syndrome de l'infirmière parce que c'est un fait, c'est quelque chose qui concerne bien plus les femmes, bien que certains hommes peuvent se retrouver dans la caractéristique. Mais donc c'est cette volonté de sauver l'autre, quitte à se perdre soi-même. Il y a un autre archétype, c'est le mec brillant, le mec charismatique, mais qui va finir par faire complètement effacer sa partenaire. Je pense à Don Draper de Mad Men. Oui, alors idem, tu vas te dire quoi, mais en fait elle n'a rien vu celle-là. Tu l'as pas vu? Je suis passée à côté de Mad Men et je ne te cache pas que aujourd'hui, c'est pas grave. comme je n'ai pas pris le train en route, aujourd'hui j'ai une flemme immense de regarder cette série qui juste met en scène le patriarcat
à fond. J'ai des amis qui m'ont dit non mais ne t'inflige pas ça, même si c'est une très bonne série, j'entends, mais je vois tout à fait ce que c'est. Moi, clairement, toutes les références qu'on vient de se donner et ces archétypes masculins, ces personnages masculins, pour moi, quand je les vois dans un film, je vais te dire un truc hyper choquant, c'est que pour moi, c'est des doudous. Mm-hmm. Et tu vas voir même tous les scénarios typiques de comédie romantique, pour moi, c'est des doudous émotionnels. C'est-à-dire que c'est un endroit où je me sens hyper confortable. Okay. Je me sens hyper bien. Et c'est ce que je regarde quand je vais mal. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à lire ton livre, figure-toi. Autre nouvelle confidence. Désirer la violence, parce que j'avais peur de ce qu'il allait pouvoir faire bouger en moi et de tout ce qu'il allait pouvoir faire s'effondrer, en fait. Parce que vraiment, pour moi, c'est... et je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de Crush qui sont dans les mêmes schémas que moi. Moi, c'est vraiment la comédie romantique. Alors, je sais qu'il y en a qui sont pas comme ça, pour discuter beaucoup avec eux, mais moi, c'est vraiment... c'est ma zone de réconfort, quoi. D'abord, je ne te juge pas du tout, et ensuite, je te comprends. C'était, pour le coup, je le conjugue au passé, c'était pareil pour moi. Il y a beaucoup de films qu'on a du mal à regarder maintenant avec notre regard 20 ans plus tard, ça c'est clair. Mm-hmm. Deuxième récit qu'on nous a appris aussi, c'est celui de se méfier des femmes qui s'affirment. Moi, je vois deux archétypes féminins récurrents. Il y a la femme qui dit non, celle qui pose ses limites, qui dit stop, qui refuse le compromis par défaut. Et c'est celle qu'on traite assez rapidement de froide, de rigide, de cassante, et c'est surtout la chiante. Mm-hmm. Est-ce que tu penses à des personnages en particulier pour qu'on puisse se projeter ? Je viens d'écrire un livre sur le sujet, donc j'ai quelques idées, mais à la fois, pas tant que ça, parce que tout ce que tu viens de décrire... Ouais. Jusqu'à une date très récente, on le voyait peu à l'écran. C'est bien ça le problème. C'est qu'en fait, des femmes qui s'affirment, des femmes qui disent non, qui ont une vraie agentivité, qui ne sont pas juste des potiches ou des objets du désir, pendant des décennies et des décennies, on en a manqué au cinéma. Et là, par exemple, oui, si je reste sur Grease, le gros souci de Grease, c'est que moi, et comme beaucoup d'autres femmes qui m'entourent, pendant très longtemps, j'étais team John Travolta dans le film, parce que je le trouve trop beau, trop sexy. Et en revanche, quand je le vois aujourd'hui en connaissance de ce que sont les violences sexistes et sexuelles, et que je me trouve face à une scène comme celle du drive-in. Donc quand il emmène Sandy, quand Danny emmène voir Sandy un film au cinéma en plein air, et qui met, tu sais, la fameuse technique du « je fais semblant de bâiller pour mettre mon bras autour de toi », et que là, en fait, il lui agrippe le sein, donc ce qui est une agression sexuelle. Et qu'en fait, Sandy se met à crier en disant « Non, Danny !» Lui, il interprète ça pour de l'enthousiasme. Lol. Finalement, il se retrouve sur elle et elle quitte la voiture, elle lui ferme la portière dessus. Alors en plus, il y a un peu un gag parce qu'il se la prend un peu sur les parties intimes. Et cette scène, donc cette vraie scène d'agression sexuelle, est immédiatement suivie de la chanson Sandy de Danny, où là vraiment c'est la chanson par excellence du ouin-ouin, où en gros il dit « Oh non, tu viens de me rejeter, mais qu'est-ce que vont dire mes copains lundi à l'école ?» Donc en fait le mec, l'agresseur sexuel, donc qui vient de s'en prendre à celle qu'il est censé crusher, enfin sur celle sur qui il est censé avoir un crush, se plaint parce qu'elle l'a rejeté et parce qu'elle lui a dit non. Et moi, face à ça, à l'époque et pendant longtemps, je ne me dis pas « La vache, il l'a agressée sexuellement, Sandy a eu raison de partir ». Je me dis « Mais qu'est-ce qu'elle est coincée, celle-là ?» Pourquoi elle est prude. En plus, toutes les filles dans le film, misogynie intérieure internalisée, se moquent d'elle. Parce qu'il y a aussi la chanson Sendradi, donc là où elle se moque, quoi. Elle limite et tout, c'est hyper péjoratif. Donc en fait, dans ce film, la fille qui dit non, elle est pointée du doigt. Et on prend parti pour l'agresseur sexuel. Je pense que cet exemple résume tout. Ouais, tout à fait. Il y a aussi la femme brillante. Mm-hmm. Celle qui aimerait être dominante, qu'on diabolise complètement. On pense à Le diable s'habille en Prada. Enfin, moi, c'est le premier truc qui me vient. Tu le cites aussi dans ton bouquin. Dans le nouveau livre, bien sûr, parce que j'ai grandi avec et que je voue un culte, moi, à Meryl Streep. Bah oui, ouais, j'adore aussi. Mais là, en plus, c'est l'adaptation d'un livre. C'est toute une histoire inspirée du monde de la mode et du journalisme mode, etc. Donc, ça ne se base pas sur rien. Mais quoi qu'il en soit, dans les films, quand on a une femme qui mène une super carrière, elle n'a jamais tout.
en tout cas, elle peut avoir le meilleur poste possible, on nous fera toujours comprendre qu'il lui manque quelque chose. Que si elle n'a pas la validation d'un homme hétérosexuel, si elle n'a pas d'enfant, voilà, elle est ratée, quoi qu'il en soit. Dans Le Diable s'habille en Prada, Miranda Priestly, donc la rédactrice en chef du Vogue, même si ça s'appelle pas Vogue dans le film, elle a une famille, mais c'est la merde. Ça marche pas dans son foyer. Justement, son mari, il est pas heureux, on lui reproche de pas être là pour les gamines, etc. Et c'est quasi absent, en fait. J'essaye de passer en revue tous les films avec lesquels j'ai grandi. Je n'ai pas vu un personnage féminin positif qui m'a dit tu peux avoir une carrière de ouf et un mec de ouf et des enfants et être épanoui dans tout ça. Ou bien, j'insiste, avoir une carrière de ouf, pas de mec, pas d'enfant, mais être très heureuse. Voilà. Ouais. Et ça, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle de la propagande. Ouais. De la propagande pour le couple hétérosexuel et surtout pour l'effacement, quand même, des personnalités féminines. Ces deux récits-là dont on vient de parler, donc l'homme violent qui est désirable et aimable, et ces femmes trop puissantes, trop fortes, trop indépendantes, qu'on dévalorise et qu'on diabolise. Donc on valorise les hommes et on dévalorise les femmes, on valorise les hommes violents et on dévalorise les femmes qui prennent trop de place. En fait, on s'en rend pas compte, mais on est programmé. Et on est programmé, pour moi, à deux schémas récurrents. Si j'essaie de résumer, moi, ma pensée, mon analyse, c'est qu'on a intériorisé que, c'est ce que tu dis dans tes deux bouquins, c'est violence égale romantisme, amour, et la femme libre égale une menace. Et en fait, on en arrive, c'est ce que tu dis, à désirer ce qui nous fait mal, parce qu'on a appris que c'est romantique. Notre désir, il est complètement influencé par ces récits qui confondent tout, donc qui confondent amour, qui confondent domination, qui confondent passion, qui confondent dépendance. Justement, ce pont que tu crées, qui est là entre mes deux livres, c'est que c'est même pas la diabolisation des femmes puissantes ou des femmes qui ont une super carrière. C'est la diabolisation des femmes tout court, la diabolisation de toutes les femmes. En fait, ce miroir que je crée entre les deux livres, il est vraiment, s'il fallait le préciser, inégalitaire. C'est-à-dire qu'on apprend à aimer les hommes mauvais. Là, je pèse mes mots, les hommes médiocres, les hommes violents. Mais à côté de ça, on apprend à avoir peur des femmes qui n'ont rien fait à personne, qui n'ont rien demandé à personne. C'est-à-dire que même celles qui s'effacent, même celles qui s'écrasent, on arrive à nous faire croire, ça c'est vraiment tout le propos de mon livre, on arrive à nous faire croire qu'elles sont des menaces. Mais ça va de pair parce que justement, tout ce système de croyances, tous ces récits ont été créés par des hommes, majoritairement, continuent de l'être, puisque le cinéma, l'industrie musicale, toute l'industrie culturelle continue d'être dominée par les hommes. Donc en fait, ça les arrange parce que les personnages féminins aussi, ceux-là jouent un rôle d'épouvantail. C'est-à-dire qu'on est trop concentré à se dire « Ah, cette femme-là, en fait, c'est une rivale. Cette femme-là, en fait, c'est une menace. » Et pendant ce temps-là, on ne les regarde pas assez, eux, les vrais coupables de violence, les vraies menaces. Donc ça va vraiment, vraiment ensemble. Dans La Belle et la Bête, moi, c'est un exemple que j'utilise tout le temps parce que tout le monde a cette référence, quelle que soit la version. Mais bon, arrêtons-nous sur la version Disney. Pour moi, ça a été, je tiens à le préciser, longtemps l'un de mes Disney préférés parce que c'est le préféré de ma maman. Et donc vraiment, c'était, comme tu le disais, notre film doudou. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais la catastrophe. Et tu sais que le nôtre avec ma fille, c'est les Aristochats. C'est encore pire, je crois. Ah bah, attention, mes chats s'appellent Toulouse et Berlioz. Oui, c'est les bébés, ça va, ils s'appellent pas... Le charroux, le gros chat, il s'appelle... O'Malley. O'Malley. Parce qu'il est toxique. Ah bah il est pas toxique, il est juste vraiment très, 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 très sexiste. Ouais, bah c'est vieux les Aristochats. C'est super vieux. Il y a un message au début du film, maintenant, quand tu le regardes, souvent sur les Disney. Ouais. Bah oui, puis c'est raciste. Ah non, c'est le racisme. Si, c'est raciste. Oui, si, il y a aussi... Oui, c'est tout. Ah bah si, oui, il y a le moment avec le chat chinois, c'est ça, asiatique, caricaturé. Ouais, les Aristochats. Et classiste aussi. Enfin, bref, oui, bah, c'est très vieux. Alors, dans mon nouveau livre, je parle aussi beaucoup des 101 Dalmatiens. Ah oui, avec Cruella. Ils ont très mal vieilli, ceux-là. Bah ouais, mais j'allais encore montrer à ma fille, quoi. J'ai les boules parce que pendant longtemps, elle l'a regardé. Et donc, moi, de lui dire, dis donc, le O'Malley qui fait son crâneur devant la femme et qu'elle et t'as remarqué que parmi les 3 chatons, celle qui tombe toujours, c'est la femelle et tout, machin, tu vois. Ah oui. Bah, Marie, oui, enfin, c'est celle qui tombe du camion, toujours, qui se fait embarquer dans la rivière, machin. En même temps, Toulouse et Berlioz, ils sont pas très vaillants.
Non. Nous, ils sont un peu peureux. Ouais. Mais oui, non, c'est intéressant. Je me plonge du coup un peu dans les aristochats auxquels j'ai pas trop touché, c'est vrai, dans mes recherches. Oui, puis de toute façon, O'Malley se plante vraiment en sauveur aussi de la famille. Où est le père des enfants? Non, mais c'est vrai, il est où le mec de Duchesse? Il les a laissés tomber. Et donc, t'as une espèce de bad boy, Chad Gouttière, qui vient et bon, quand même, qui va leur donner de l'amour. Et leur faire découvrir le jazz, c'est pas rien. Et les toits de Paris. Bon, allez, ça passe pour les aristochats. J'ai quand même tendance à me dire que c'est moins grave que La Belle et la Bête. Parce que dans La Belle et la Bête, dans La Belle et la Bête, pour moi, c'est vraiment ce que je disais, le syndrome Chuck Bass pourrait aussi bien s'appeler le syndrome de La Belle et la Bête. Déjà, tout est contenu dans le titre. La Belle et la Bête. Donc nous, on est complètement réduite à notre physique, à ce qu'on est censé incarner, et la bête. Pas besoin de l'expliquer. L'inverse n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas un film avec une bête féminine qui... Et un beau mec qui vraiment accorde du temps, tombe amoureux à une meuf super, super moche et dangereuse et qui arrive à la sauver à force de patience, ça n'existe pas. Déjà, ça, c'est absent de notre imaginaire. Et ensuite, juste le scénario, c'est une bête, donc déjà qui a méprisé une vieille femme à qui on a jeté un sort, etc. Donc de base, il est pas gentil, ce mec, il a pas de belles valeurs, qui va quand même séquestrer une jeune femme, donc en l'échange de son père, on connaît l'histoire, mais qui la séquestre, qui n'a de cesse de la menacer de mort si elle quitte le château, si elle ne fait pas ce qu'il veut. Et puis, cette belle, en fait, qui constamment va essayer de voir le prince derrière la bête. Quand on réfléchit, ça n'a ni queue ni tête. Et sans compter que Belle, dans le film, est intelligente. Pour le coup, moi, c'est l'une de mes héroïnes préférées parce qu'elle est fan de livres. Elle lit, elle est cultivée, donc elle est pas bébête. Et c'est encore pire. C'est encore pire parce que justement, elle va chercher, là, elle est en plein syndrome de l'infirmière, à comprendre pourquoi il est si méchant, qu'est-ce qui se cache derrière, et elle tombe amoureuse de lui progressivement. Elle voit au-delà des apparences alors qu'il la menace de mort, alors qu'il la séquestre. Ça n'a aucun sens, aucune espèce de sens. Et le danger de ce dessin animé, c'est que justement, grâce à sa persévérance, à son amour et à son côté sauveuse, elle va réussir à refaire transformer la bête en un prince que moi je trouvais super sexy, avec les cheveux longs châtains et la chemise en lin blanc déchirée à la fin. C'est dangereux parce que ça nous fait croire dès l'enfance que justement, si on est patiente, si on accuse les coups en fait, si on ne part pas quand on nous séquestre, si on ne part pas quand on nous menace de mort, quand on lève la main sur nous, à force de s'accrocher, on va avoir un prince. Et on va nous aimer. Et oui, d'abord on va nous aimer, et puis ensuite on va avoir un prince, peut-être avec un super château, une bibliothèque de dingue, etc., etc. La réalité, elle est tout autre. La réalité est que les bêtes ne se retransforment jamais en prince, n'en ont pas été d'abord, parce que bête un jour, bête toujours, à mon sens. Sauf travail immense sur soi, prise en charge thérapeutique, psychologique, etc. Ce que très peu de mecs font. Et surtout, si on se comporte vraiment comme Belle dans le dessin animé, on risque notre propre peau. Voilà comment ça finit. Quand on n'est pas chez Disney. Et donc ça, aujourd'hui, ça me donne vraiment la chair de poule de me dire que j'ai grandi avec ça. Et qu'ensuite j'ai vu ce schéma reproduit à peu près tout le temps, parce que dans Gossip Girl, qui a été vraiment ma série d'ado, c'est ni plus ni moins que ça, Chuck Bass et Blair Waldorf, c'est La Belle et la Bête. Et à la fin, désolée, je vous spoil, mais j'ai le droit, ça fait 20 ans, à la fin, dans Gossip Girl, Chuck Bass devient un bon père de famille qui fait des enfants à Blair, il se marie, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais d'ailleurs, tous ces schémas des Disney, c'est des récits, c'est des narrations qu'on retrouve dans énormément de films, même aujourd'hui, qui sortent. C'est des remakes, des remakes, des remixes de ces récits-là, en fait. C'est la même soupe à l'infini, puisque oui, tu citais L'Amour ouf, qui est un film qui m'a mise très en colère, que je suis allée voir, évidemment. L'Amour ouf, c'est ça aussi. Enfin, c'est une jeune fille... qui est moquée dès le début par le mec. Au tout début du film, il s'en prend un peu à elle. Finalement, elle aime bien parce que justement, il est bad boy, il va faire de la tôle. Elle l'attend, elle s'ennuie dans sa vie plan-plan. Bon, je spoile pas, c'est un peu plus complexe que ça. Malheureusement, un agresseur peut en cacher un autre. Et puis finalement, c'est sa grande histoire d'amour et le mec est un homme très, très, très violent. L'argument que j'ai reçu, moi, beaucoup, parce que justement, je m'en suis pris publiquement
notamment au film, sur mes réseaux sociaux, c'était de dire mais non, mais il lève jamais la main contre elle, il ne s'en prend jamais à elle. Ouais, ok, ça change pas que il psychologiquement, a juste ruiné sa life, déjà. Voilà, psychologiquement, elle est quand même détruite. Et en fait, ce n'est pas parce que on n'a pas un œil au beurre noir qu'on n'est pas victime de violence conjugale. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très délétère dans les films. C'est qu'il y a eu quelques films, j'en parle. Par exemple, Les Nuits avec mon ennemi, qui est un film avec Julia Roberts, vraiment à époque Pretty Woman, etc. Donc, qui est moins connu du grand public, alors que pour moi, c'est une référence. C'est vraiment un film sur les violences conjugales, mais les violences conjugales un peu caricaturées, mine de rien. Où c'est, je te mets un coup de poing dans la figure. Et à trop identifier les violences à travers ça, on en oublie en fait tout le spectre, tout le continuum des violences. Or, là, je pense par exemple à Marie à tout prix, avec Ben Stiller et Cameron Diaz. Embaucher un détective privé pour retrouver son crush de jeunesse qu'on n'a pas vu depuis 20 piges, passer tout son temps à l'espionner et mettre en place des scénarios pas possibles pour la manipuler et la faire tomber amoureuse de soi, c'est de la violence. Sauf que c'est incarné par Ben Stiller et donc c'est rigolo et ça finit bien parce qu'il finit avec Marie. Donc voilà. Voilà l'embrouille, Marie-Charlotte. Voilà l'embrouille, Marie-Charlotte. Comment je rebondis là-dessus, moi? Non, mais alors en fait, la vraie question, moi je me demande, est-ce que, tu disais tout à l'heure que ça n'existe pas, les films, est-ce que tu as quand même des références de films où les schémas, c'est pas ceux-là? Est-ce qu'il en existe? Ou est-ce qu'il n'en existe pas? Il en existe, mais pas des films qui m'ont accompagnée quand j'étais plus jeune. Oui. J'ai aucune référence d'un film sain. Mais aujourd'hui, safe. Aujourd'hui, il y a des choses qui pointent le bout de leur nez, mais ce qui se passe et qui est assez enthousiasmant, c'est que justement, il y a beaucoup de choses qui sortent sur la question des violences. Donc, par exemple, sur les violences conjugales, il y a des films, je pense par exemple à L'amour et les forêts, donc il y a l'adaptation d'un bouquin, mais c'est des choses qui sont très tristes, qui sont pesantes. Il y a aussi, pour moi, les 2 séries très, très importantes sur le sujet sont I May Destroy You et Mon Petit Renne, réalisées d'un côté par une femme, de l'autre par un homme, qui tous deux racontent leur propre histoire et incarnent leur propre rôle. Donc, ce sont des séries qui sont très, très justes sur tout ça. La série Maid aussi, MID, où là, ça traite des violences conjugales, mais justement pas caricaturales, pas de façon caricaturée. Mais voilà, c'est sombre. Elles sont sombres, ces œuvres-là. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment un renouvellement des récits pour qu'on ait des œuvres comparables à Grease, comparables à Dirty Dancing, aux dessins animés Disney, où on a des vraies histoires d'amour, des vrais personnages hyper excitants, enthousiasmants, mais avec des schémas sains. Est-ce qu'on peut revenir juste sur Dirty Dancing 2 petites secondes? Ouais. Parce que pour le coup, ça, c'est vraiment mon film culte. Et moi, j'ai toujours vu dans Dirty Dancing autre chose que ces schémas répétitifs. Bien sûr. Parce que je trouve que j'en avais d'ailleurs fait une interview avec Chloé Oliveres qui avait le spectacle. Je l'adore. Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze. Pour le coup, c'est pas tout à fait les mêmes rôles, le même script. Il y a pas mal de choses qui changent. Alors oui, c'est le blouson noir, c'est le rocker, c'est l'incompris, c'est l'insoumis. Elle, c'est la petite fille à papa, bien sage, très cultivée, qui va faire des grandes études, qui va devenir une grande femme. Mais c'est son corps à lui, c'est le corps masculin qui est mis en scène. C'est lui qu'on voit nu. C'est elle qui... Arrête, ne m'en parle pas. Dans cette fameuse scène du « cesse de courir après ton destin comme un cheval sauvage » dans sa cabane. Comment tu le lis, toi, ce film? Oui, bien sûr. D'abord, Dirty Dancing n'est pas présent dans Désirer la violence. C'est pas un exemple. C'était juste sur... visuellement, quand on pense bad boy, c'est vrai qu'on pense assez à Johnny dans Dirty Dancing, avec son blouson noir. Et ça reste un rebelle dans le film. Mais le film... est passionnant encore à analyser aujourd'hui, était quand même très avant-gardiste pour son temps, traite de l'avortement, il y a un avortement clandestin. Réalisé, mis en scène, écrit par des femmes. Exactement. Bébé, donc l'héroïne principale, elle est quand même loin d'être une cruche, d'être une potiche, même si elle est un peu coincée. Elle est coincée, mais elle se décoince. Donc ce film, il est vraiment très intéressant. Elle se décoince beaucoup, on peut se le dire. Mais surtout, ce qui est génial dans ce film, ce que moi j'aime beaucoup aujourd'hui avec mes lunettes contemporaines, c'est que le violeur, l'agresseur sexuel, le violeur, c'est le gendre idéal. Oui. Et qui justement va s'en prendre à la sœur de l'héroïne. Voilà. Ça, c'est intéressant.
Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus réaliste et plus complexe, voilà, de montrer que le mec avec le blouson noir, en fait, traite très bien à la fois sa partenaire de danse, qui est en fait sa meilleure amie, et bébé, l'héroïne, et alors que l'autre, dont personne ne se méfie, est le vrai homme violent. Tout comme les vieux qui piquent les portefeuilles dans la tête. On s'en méfie pas non plus. Bref. Bah ouais, complètement. Mais comme quoi, ce film est tellement ridiculisé, notamment par les mecs, pour pas dire tous mes potes, en disant vraiment un film de gonzesse, j'ai pas du tout envie de le regarder, c'est de la daube. Alors qu'en fait, c'est peut-être un des récits un peu différents qu'on a et qu'on a eu pendant notre génération. Tiens, je t'ai pas demandé quel âge t'avais exactement. J'ai 35 ans. Ok, donc moi j'ai 10 ans de plus que toi, je vais avoir 45. Ah ouais? Je pense qu'il y a un décalage dans nos rêves, mais ça se joue à pas grand-chose. Oui, j'ai une tante qui a 9 ans d'écart avec moi de plus, donc qui doit avoir ton âge, qui m'a quand même bien biberonné à pas mal de ses films. Donc moi, j'ai quand même grandi... comme si c'était mon époque, avec Dirty Dancing, avec Grease aussi par ma mère. En fait, moi, qu'on se dise que c'est un film de gonzesse, écoutez, ça me pose aucun souci. Si vous voulez, les mecs. Ouais, mais en même temps, il faudrait qu'ils le regardent, justement. Ouais. C'est eux qu'il faut aussi convertir, qu'il faut changer, qu'il faut alerter, qu'il faut sensibiliser, tu vois. Donc... Mais en effet, il est quand même... il est relativement female gaze, ce film. Et c'est vrai que ça nous a vraiment permis d'érotiser le corps de Patrick. Il me reste un film doudou. Franchement, oui, moi, je l'ai souvent dit. S'il fallait en sauver un, je pense que c'est celui-ci. Oui. Putain, yes. Alors, maintenant qu'on a un peu ouvert les yeux, qu'on a identifié ses scripts, ses rôles, ses mécanismes, qu'on a compris qu'on les avait complètement intériorisés et qu'en fait, ils nous ont programmés sans qu'on s'en rende vraiment compte. Moi, j'aimerais bien qu'on se demande comment on peut s'en libérer et concrètement, comment on peut sortir de ces illusions toxiques et comment on change du coup notre regard sur comment on change ce qu'on trouve séduisant. Il y a souvent ce qu'on appelle maintenant des red flags qu'on confond avec de l'amour et il y a la jalousie. Donc, il tient à moi. Il est jaloux, ça veut dire qu'il tient à moi, alors qu'en réalité, il cherche à avoir le contrôle. Donc, la jalousie n'est pas de l'amour. Oui, et je pense d'ailleurs à cette fameuse scène. Ça, c'est un cliché total qu'on trouve on en trouve dans Dirty Dancing, on en trouve partout. Même, moi, je parle de Hercule, par exemple, le dessin animé, du mec qui va en bastonner un autre pour la fille. Et donc là, dans Gossip Girl, on en a aussi, à gogo. À chaque fois, en nous faisant Dawson croire... aussi se mettre des pinceaux à la dans tronche toutes les séries. Ouais. Même dans les westerns. En fait, se battre pour la fille. Ouais, se battre pour la fille. Mais justement, on se bat pas pour la fille. L'expression, elle est intéressante. On se bat pour son ego de mec. Et parce qu'on considère les femmes comme notre propriété à défendre. Et aussi, ça, c'est un autre gros souci du genre du rape and revenge. Donc, ces films violents, ce sont des films d'horreur, des thrillers, où justement, très souvent, ça commence par une femme qui est violée et qui ensuite va soit se venger elle-même, soit être vengée par son frère, son père, son grand-père, il doit y en avoir. Et en fait, voilà, on essaie de nous faire croire que c'est pour venger celle qui a été violée, parfois violée et tuée, mais quand on les regarde de près, non, c'est parce que l'honneur masculin a été blessé et qu'on va se venger soi-même. Ouais, c'est même pas caché des fois. Ah non. C'est dit en fait. Ah oui. Tu as violé ma fille. Ouais. Mais tu as salué notre honneur. Donc voilà, donc ça typiquement, pour moi, c'est lié à la jalousie. Mais donc à cette espèce de droit de propriété sur le corps de l'autre. Mais ça, on nous apprend vraiment très jeune à considérer que c'est une preuve d'amour. Ouais, complètement. Il y a aussi cette fameuse passion. Donc, il te rabaisse ou il te traite mal et puis après il s'excuse. Ça, on se dit que c'est parce qu'il est passionné, c'est parce qu'il a un tempérament intense, ce dont on parlait, alors qu'en réalité, il s'amuse, voire il est en train de manipuler, parce que ça existe aussi. Et puis, il y a cette fameuse instabilité qui n'est pas non plus de l'amour, c'est-à-dire que c'est le mec qui va t'idéaliser, qui va te dire que tu es la plus intelligente, souvent d'abord la plus belle, et puis qui va t'ignorer, qui va disparaître, qui va revenir. Et ça, c'est de l'instabilité émotionnelle. Et ça, ce n'est pas de l'amour non plus. Ouais, le love bombing. Ouais. Donc ce mec qui arrive en te complimentant,
en te mettant sur un piédestal alors qu'il ne t'a jamais vraiment parlé. Ça va trop vite, c'est trop intense, mais toi, tu prends ça pour de l'amour, mais parce que ça, pour le coup, c'est vraiment le schéma Disney. C'est-à-dire que dans l'univers Disney, et autres dessins animés, il ne faut pas non plus tout mettre sur les studios Disney. Pixar, ils sont un peu plus... Oui, c'est venu après. Ouais. Non, mais je veux dire... globalement, toutes les productions là, qui ont accompagné nos enfances et nos adolescences... Ah oui, mais ça, c'est sûr. On a des gens, en fait, qui tombent désespérément amoureux au premier regard, et puis parfois qui se marient sans avoir eu de discussion. Des princesses, et ça, on est encore dans de la violence, des princesses qui sont endormies dans leur sommeil, sauvées par des princes qui viennent les embrasser sans leur consentement. En fait, c'est ça qu'on est allé romantiser. Ouais, on en a deux, il y a Blanche-Neige et La Belle au bois dormant. Aurore. Moi, je me souviens avoir joué à ça petite, la princesse qui dort et le mec qui vient me réveiller. Enfin, c'est... Quand on y pense aujourd'hui, c'est glaçant au regard de tout ce qu'on a vu dans l'actualité. Et puis, je cite aussi l'exemple de, pour voir plus loin en fait que Disney et que le XXe siècle, de Roméo et Juliette chez Shakespeare. Et plein d'autres récits de mythes dans l'Antiquité. Roméo et Juliette, c'est quoi ? Ce sont deux ados qui se voient 2 fois et demi et qui ensuite se suicident l'un pour l'autre. Mais c'est devenu aujourd'hui l'une des plus grandes et belles histoires d'amour. Et moi, en plus, vu que j'étais absolument fan de Leonardo DiCaprio, l'adaptation par Baz Luhrmann m'a fait rêver. Elle me fait toujours rêver, j'avoue. Non, mais moi la aussi, scène du j'adore ce avec film. l'aquarium, elle est fantastique parce qu'en plus, il joue extrêmement bien. La mise en scène est géniale, le décor est génial. Et tout se joue dans des micro-détails sur leur tête, sur leur visage. Moi, je suis fan de cette scène. Je vois tes yeux qui brillent. Mais j'adore, je suis vraiment fan de ce film. Mais il n'en reste pas moins que tout ça rassemblé... En fait, c'est toujours la même chose, pour te rassurer. Chaque exemple pris individuellement, bien sûr, c'est pas grave. Bien sûr qu'on peut continuer de le regarder, on peut continuer à pleurer, à être fasciné, à rêver devant le film. Il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, je suis pas là pour interdire quoi que ce soit. C'est la multiplicité des exemples. C'est se rendre compte que c'est quasiment tout le temps comme ça. Oui, et ce qui est intéressant aussi, justement, et je trouve que c'est important de se poser la question comme ça, c'est que je le vois maintenant, moi, tout ça. Je décrypte, je repère, je suis capable de dire, là, il y a un problème dans ce que je suis en train de regarder, dans ce qu'on me donne à voir. Mais je le regarde en conscience. Et donc, derrière, mes choix, je les fais en conscience. Oui. Dans ma vie amoureuse. C'est-à-dire que je regarde les films déjà en conscience. Je sais que là, oui, là, ça va déborder. Je sais que là, non, c'est pas normal. Je sais que là, il y a un problème, etc. Et ensuite, dans ma vie amoureuse, je suis consciente de ce qui se passe. Je suis consciente que si je tombe en pamoison devant un bad boy, en fait, je rejoue un truc dont je suis pas complètement propriétaire, tu vois. Et finalement, mener sa vie amoureuse aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est naviguer entre cette grande lucidité vers laquelle on nous propose d'aller, et je trouve ça très bien. Mais aussi, ces émotions intenses, ce corps qui réagit, et tous ces schémas qui sont intériorisés et qui nous font les papillons dans le ventre et le désirer tel ou tel mec, tel ou tel schéma, telle ou telle histoire. Tant qu'on est, pour moi, tant qu'on en a conscience, c'est là que c'est important, c'est de prendre conscience. Tout ce que tu dis, c'est essentiel d'en prendre conscience pour ensuite agir de façon éclairée, je trouve. Complètement d'accord avec toi. Maintenant, c'est toujours très difficile d'aligner notre théorie, nos prises de conscience avec notre pratique. Moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est aussi ce qui a motivé l'écriture de Désirer la violence. C'est que j'étais tout à fait consciente de tout ça. Et malgré tout, j'ai continué à faire les mauvais choix. Malgré tout, je me suis retrouvée dans une histoire relativement violente. Et donc, je pense que pour certaines personnes, dont je fais partie, malheureusement, il a fallu que je mette à l'épreuve en fait, ces schémas dans la vraie vie pour me rendre compte que dans la vraie vie, ils n'ont rien de romantique. Ah, mais moi, pareil, oui. Et c'est aussi ce que tu décris, les montagnes russes, qui nous font tellement kiffer à l'écran. Mais c'est normal, on doit regarder 12 saisons d'une série. Il faut bien qu'il se passe des trucs, en fait, entre les personnages. C'est normal. Dans la vraie vie, est-ce que tu as envie de ça ? Est-ce que ton petit cœur, il est capé pour survivre à ça ? Ton petit cœur, ton corps, tout, en fait, ta santé mentale, ta santé physique, eh bien non. Et puis surtout, là où je me suis régalée à regarder Chuck Bass courir après Blair Waldorf et vice-versa, dans la vraie vie, le mec qui me fait du mal, il revient pas forcément en limousine avec 10 milliards de cadeaux qui coûtent super cher, à m'emmener avec son jet à l'autre bout du monde. Enfin, je veux dire, les propositions
bien que moi, les cadeaux, ça me fasse pas non plus grand-chose. Enfin, je suis pas hyper matérialiste sur ça. Mais je veux dire, dans la vraie vie, ça fait moins rêver. Même, voilà, matériellement. Les gens qu'on a en face de nous, quoi. Et on se rend bien compte que la violence, c'est de la violence. Enfin, je te dis, on s'en rend bien compte. En fait, non. Pardon, c'est bien tout le problème. Ouais. On s'en rend pas forcément compte. Même quand on est... Et ça, c'est l'un des messages qui compte le plus pour moi de faire passer. Même quand on est spécialiste de ces sujets, même quand on écrit un bouquin sur le sujet, malheureusement, on peut être manipulé, avoir le cerveau retourné et se retrouver dans une histoire violente. C'est pour ça que tout ça... Pour moi, c'est une petite graine que j'essaie de planter dans un maximum d'esprit. Mais malgré tout, moi, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'accompagnement thérapeutique pour m'en sortir. Tout à fait. Et tu dis que c'est tout un travail thérapeutique, que c'est long, même quand on en a conscience, on n'arrive pas forcément. Moi, j'aimerais bien mettre le doigt sur ce qu'on peut valoriser à la place de tout ce qu'on vient de dire. Pour moi, il y a le respect, l'écoute et la stabilité, c'est-à-dire valoriser le gentil, valoriser le disponible, valoriser ce fameux amour calme. Il y a un épisode de Crush qui s'appelle L'amour calme, où Maëva qui raconte qu'elle était dans des histoires très intenses tout le temps, qui la rendaient folle. Et puis la dernière histoire, elle en a eu trop marre. Elle a dit « Ok, stop, je m'arrête, je fais une pause. » Elle a fait un travail sur elle-même, sa thérapie, etc. Et puis, elle a rencontré un mec avec qui c'était hyper simple. Gentil, attentionné, délicat, sincère, qui avait des intentions très claires, qui savait ce qu'il voulait. Et puis, elle dit, c'est mon amour calme, en fait. J'ai compris que j'avais pas besoin d'une tempête pour aimer. J'avais pas besoin de souffrir pour aimer, que l'amour peut aussi s'épanouir dans le calme. Je trouve ça hyper important de le dire. C'est capital, mais c'est presque au final un pléonasme, l'amour calme. Parce que c'est l'amour, ça devrait être ça, l'amour. Aujourd'hui, moi, ça me fait fuir. Ça me fait fuir. Aujourd'hui, je me rends compte que ça m'active qu'on me dise « je t'aime à la folie ». Alors que j'en ai rêvé. J'ai passé, je pense, 30 ans de ma vie à rêver qu'un homme me dise ça. Aujourd'hui, j'ai plus du tout envie qu'un homme me dise ça. J'ai envie qu'il me dise « je t'aime » et surtout qu'en fait, tout me montre qu'il m'aime. Mais le problème, c'est ça, c'est que je le dis dans le livre, on n'a pas érotisé la gentillesse à l'écran. Donc, je prends souvent l'exemple de Léo dans Charmed. J'espère que vous aurez la ref. Moi, dans Charmed, donc les sœurs Halliwell, les 3 sorcières, j'étais folle, amoureuse de Cole, donc / Balthazar, le démon, la source suprême du mal. Voilà, j'étais folle de lui, normal. Et à côté de ça, il y a l'être de lumière, Léo, qui devient ensuite le mari de Piper, l'une des sœurs Halliwell, et que moi, je trouve chiant, d'un ennui, mais même physiquement, quoi, il me fait pas du tout rêver. Et en fait, j'ai très peu d'exemples de mecs, justement, l'amour calme, mais quand même excitant, beau à voir à l'écran. J'en ai pas. Ouais. Alors il y a quelques trucs qui sont sortis. Il y a eu le gros buzz autour de la série Nobody Wants This. Ouais. La saison 2, je l'ai trouvée vraiment, vraiment ratée. Mais la saison 1... Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, la saison 2, franchement, elle m'a... Non, mais la saison 1, elle était très bien. Mais la saison 1, voilà, ça nous a fait du bien. Il y avait plein de choses à dire, mais je comprends que ça ait fait du bien à beaucoup de personnes. Une série aussi comme Normal People, voilà, gens normaux. En fait, on a envie de ça aujourd'hui. Et pour ça, il faut prendre conscience que ce qu'on perçoit parfois comme une relation ennuyeuse, en fait, c'est une relation juste qui peut être durable et qui est empreinte de respect. Donc ça aussi, nous, on peut changer notre regard là-dessus. On peut aussi trouver du désir dans ce qui est clair, dans les intentions claires et qui n'est pas confus. Donc remettre en question ce que tu disais, le fameux « fuis-moi, je te suis »,« suis-moi, je te fuis ». Valoriser... dévaloriser ce qui est compliqué, en fait, et trouver un intérêt dans les relations qui sont simples et pas compliquées. Et valoriser aussi les relations où on n'a pas s'effacer. Parce que souvent, quand même, j'ai l'impression que nous, les femmes, c'est aussi confortable de rester dans l'ombre et de rester à l'abri dans un rôle et une partition qu'on connaît bien. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment on arrive à sortir de ça. Parce que c'est ça, en fait, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'en fait, on est confortable dans notre amour du bad boy et dans cette position de femme soutenante, de femme de l'ombre, etc. Et comment on arrive à changer ça ? Alors, je t'écoute, mais pour moi, non. Pour moi, c'est pas du tout ma zone de confort. Je trouve pas ça confortable du tout. Mais justement, on en arrive à... Parce que t'as déconstruit tout ça. Oui, mais j'ai quand même toujours été assez affirmée. Donc, assez célibataire aussi. J'ai vraiment eu plein de temps long de célibat à l'échelle de ma vie. Et on en arrive justement à mon nouveau livre. C'est que
Les femmes libres, les femmes indépendantes, les femmes qui s'affirment, celles qui ont une vie passionnante, bien remplie, eh bien, elles font peur. Elles font peur aux hommes. Tu fais peur aux hommes ? Ça fait quelque temps là qu'on me l'a pas dit, mais les derniers dates que j'ai fait, ouais, ça commence comme ça. En fait, j'en pouvais plus. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on travaille justement sur nous, les filles, les filles, les meufs, les filles, les femmes, les meufs, pour citer Marguerite, pour être accomplie, pour être épanouie. Je généralise, mais franchement, on est tellement nombreuses. On va chez le psy, on va chez les psys, on voit des thérapeutes, on fait des retraites, je sais pas, on bosse sur nous et on est des meufs géniales. Autour de moi, j'ai combien d'amis que je trouve géniales et qui sont hétérosexuels, mais célibataires, pas forcément par choix. Et en fait, j'ai l'impression que le plus on devient génial, le moins on a d'offres intéressantes en face de nous. Et c'est pas une impression. Mais c'est parce que pendant ce temps-là, ils vont jouer au paddle. Not all paddleman. Mais et donc ça, c'est quand même fichtrement embêtant. Parce que tu te dis, non mais attends, nous, on a toutes les raisons concrètes d'avoir peur de vous, d'avoir peur des hommes. C'est factuel, je cite X études dans mon bouquin, pour expliquer que les femmes ont raison d'avoir peur des hommes. Et toi, tu te retrouves à un date, t'es trop contente de parler de tes actus. Enfin, je vais remettre au jeu. Je suis trop contente de parler de mes actus, trop contente de partager ma passion pour plein de choses, d'être là, de 35 ans, payer mon loyer toute seule depuis X années, etc. Et t'as en face de toi un gars qui, en fait, est en train d'avoir peur. Te dire, tu me fais peur, en fait, toute ta réussite, toute ta passion, ça me fait peur. Et finalement, combien de gars qui, justement, vont choisir des personnes plus effacées, des femmes plus faciles à dominer, à mettre sous leur coupe, sous leur emprise. C'est terrible. Ce que je disais quand c'était un endroit confortable, c'est aussi un endroit qui est confortable parce que, justement, tu ne remets pas en cause le cadre et donc tu viens rien bousculer. Oui. Donc ça demande aussi du courage, je pense. Ça demande déjà d'en prendre conscience. J'espère qu'après cet épisode, il y en aura un certain nombre qui en prendront conscience. Et puis, d'avoir le courage de faire bouger et de changer ce qui ne va pas. Et parfois, ça veut dire des ruptures, des blessures, des changements de vie complets aussi. Donc, ce n'est pas forcément simple. Je suis claire. Et puis j'ai des amis qui sont mariés avec des enfants propriétaires, chacun sa voiture, enfin la vie traditionnelle, je sais pas, je la définirais comme ça, et qui sont heureuses et qui l'ont choisi. Et je les respecte complètement. Et moi, pour moi, le féminisme, c'est se battre pour que chacune puisse mener la vie dont elle a envie. Donc ça, voilà, ça c'était important pour moi de le clarifier. Mais moi, il m'est déjà arrivé justement dans les moments où mon célibat était plus pesant pour moi, plus difficile, que je le sentais moins choisi, de me dire, purée, qu'est-ce que ce serait plus facile si j'avais suivi les rails qui étaient devant moi, en fait. L'escalator. Ouais, l'escalator, exactement. Si je m'étais casée à la sortie de mes études, si j'avais enchaîné par un bébé, si on avait acheté ensemble, et si. Bon, souvent, ça dure pas longtemps. Je finis par me dire, non, t'adores ta vie telle qu'elle est. Le temps d'un Dirty Dancing. Voilà. Mais ouais, clairement, et puis c'est pas pour me jeter des fleurs pour t'en jeter à toi, mais c'est plus difficile. Ça demande plus de courage, ça demande plus de lucidité, de se dire, non, moi je vais pas reproduire ce qu'on attend exactement de moi. Mais le risque, le prix à payer parfois, en effet, c'est de rester célibataire. Ouais. C'est un prix que j'étais prête à payer, en fait. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui en sont conscientes et qui font ce choix-là aussi. La tendance actuelle, avec le nombre de célibataires dans le monde qui augmente de façon exponentielle, en est la preuve. D'abord, oui, parce que nous sommes toutes et tous le produit de cette culture de la violence, culture du viol. On a toutes et tous du taf. Vraiment, il ne s'agit pas là de dire nous les femmes, on est victimes, vous êtes coupables, changez. Voilà, non, on a toutes et tous notre part de responsabilité. Il y a quelque chose que j'utilise souvent comme formule qui est qu'on apprend aux hommes à forcer et les femmes à se forcer. D'abord, quand on part de là, on se dit qu'il y a beaucoup d'hommes quand même, parce que les hommes aussi peuvent être victimes, non pas du sexisme, mais du patriarcat, beaucoup d'hommes qui se forcent à forcer, c'est-à-dire qui performent en fait cette espèce de virilité toxique, aussi, voire surtout dans leur sexualité,
Tu vois, ouais, tiens, Ouais, prends bien ça. Je te prends comme ça, je te retourne. Je te mets une baffe au si jamais tu kiffes. Qui tire les cheveux, qui se retrouve à faire des trucs. Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois. Moi Un aussi. gars qui était là, non, la fessée, genre, je peux pas, je suis gênée. Okay. Enfin, en fait, qui se retrouve à se dire, il faut que je fasse ça pour plaire. Ouais. Il faut que je sois méchant. Il faut pas que je lui dise mes sentiments. Il faut que je retienne mes émotions, etc., etc., etc. Et à forcer. C'est-à-dire, elle me dit non, mais il faut que j'y aille quand même. Et même dans la sexualité. Je dis quelque chose qui, voilà, peut perturber, mais je suis convaincue qu'il y a des hommes qui ont commis des agressions sexuelles, voire des viols, sans conscientiser le fait qu'ils étaient en train d'agresser sexuellement. C'est sûr. J'ai déjà eu des conversations, voilà. Ça ne les excuse pas, mais voilà, on leur apprend ça, et eux-mêmes, parfois, n'identifient même pas qu'ils sont en train de commettre des violences. Tout à fait. Voilà, ça c'est un immense premier pan. Et nous, d'abord, ne plus nous forcer, apprendre à connaître notre corps, interroger vraiment nos désirs, nos fantasmes. Je reviens sur la sexualité, je reviens sur la consommation de la pornographie, par exemple. Est-ce que, quand je me retrouve à 18, 19 ans, ou plus tard, à 30, 31 ans, à performer un coït hyper sauvage, est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que j'ai vraiment envie ? Je dis des trucs un peu plus soft, mais qu'on me crache dessus, qu'on me tire les cheveux, justement, qu'on me gifle. Est-ce que j'en ai vraiment envie, ou est-ce que je reproduis des scénarios dont je me dis « il faut que je fasse ça pour plaire à un homme ». Déjà, quand on commence à interroger ça, on se dit « il y a plein de pratiques, il y a plein de trucs, en fait, dont moi, je n'ai pas vraiment envie. Si j'étais toute seule sur mon île déserte, j'aurais pas eu l'idée de le faire. Ouais. » Et dans les relations amoureuses, c'est pareil. Est-ce que je suis sûre, en fait, là, d'avoir envie, moi, d'attendre 3 jours avant de répondre à son SMS parce qu'il faut que je le fasse galérer ? Enfin, en fait, tous ces conseils hyper toxiques qu'on se donne et qu'on entretient beaucoup entre filles, honnêtement. Ça, il faut prendre notre part. Bah oui, c'est clair. Voilà, moi j'ai été une ado et une jeune adulte franchement nulle là-dessus, à me dire il est trop sympa, non, je vais le faire galérer, il a mis 5 heures à me répondre, je multiplie par 3, je divise par 2, tu vois, à faire des stratégies en fait pour essayer d'intéresser l'autre. Et aujourd'hui, moi le meilleur conseil que je donne à partir de ce fuis-moi je te suis, c'est fuis celui qui te fuit. T'es pas obligé de suivre celui qui te suit, ça c'est sûr, ça tu dois l'interroger, mais fuis celui qui te fuit. Donc, ça, c'est juste une toute petite partie déjà du taf. Ouais, c'est une petite partie, prendre mais c'est conscience de ça. Ouais. Et se dire, allez, tous, main dans la main, ce serait mieux, mais en tout cas, tous dans notre coin, déjà, essayons de cheminer là-dessus. Pourquoi est-ce que t'aimerais pas le mec sympa ? Pourquoi, toi, mais ça, c'est justement là que la thérapie intervient, pourquoi t'es systématiquement attirée par le mec indisponible. Moi, je l'ai compris. En fait, pendant tout un moment de ma vie, c'est parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment envie d'être en couple. Je n'avais pas envie. Donc, mes petites antennes m'emmenaient vers des gars pas disponibles. Comme ça, j'étais sûre, in fine, de ne pas pouvoir être en couple. C'est un chantier énorme, mais ce qui est difficile, c'est pour ça que c'est peut-être pas assez optimiste pour les auditeurs, auditrices, mais ce qui est difficile, c'est qu'on déconstruit. On déconstruit beaucoup, on déconstruit tout, parfois au bulldozer, en ce qui me concerne. Et ensuite, on se retrouve face à un trou, un énorme trou. Et on se dit, OK, maintenant, avec quoi je reconstruis ? Comment je reconstruis ? Qu'est-ce que je veux reconstruire ? Ça, c'est difficile. Mais c'est très intime aussi. Ouais, c'est très difficile. Et c'est déjà... même compliqué, tu vois, là on identifie les schémas qu'on a ingurgités, mais il y a après, effectivement, ce que tu dis avec le travail en thérapie qu'on fait sur nos schémas à nous, nos schémas émotionnels, nos schémas qui viennent de l'enfance, qui viennent de nos figures d'attachement, de comment on a grandi, de comment on a été élevé, etc. C'est un travail qui est très difficile, mais je pense quand même qu'effectivement, il y a tous les patterns dont on parle, il faut être très courageux pour oser les remettre en question et les changer concrètement dans notre vie amoureuse. Tu vois, par exemple, moi, on parle beaucoup aujourd'hui de poser des limites dans la relation et de dire dès le départ, voilà, mes intentions, c'est ça, mon cadre, c'est celui-là, et c'est important que tu le saches, donne-moi le tien, et on combine tout ça. T'as beaucoup de femmes qui ont encore du mal à le faire, en fait, parce qu'elles ont peur d'être rejetées. Et tout ça, ça vient de tout ce dont on a parlé. Et ça veut dire renoncer, en fait. Quand tu le fais, ça veut dire potentiellement le mec se casse. Ce que tu disais tout à l'heure, il s'en va parce qu'il a peur de toi. Oui. Donc c'est concrètement un gros chantier, comme tu dis, à mettre en place.
Et je trouve que c'est vraiment, vraiment essentiel. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode avec toi. Parce que je savais que ça allait bousculer, que ça allait semer des graines, que ça allait lancer des prises de conscience. Même si aujourd'hui, je me dis, en nous écoutant, même si aujourd'hui, il y a un rejet qui dit « Ah, vous faites chier. » C'est pas grave. Je te le confirme. Ouais. Il y en aura, et je le sais. « Ah, vous faites chier, vous remettez tout en compte. On peut plus rien faire, on peut plus rien dire. » Tout ça. Et en fait, c'est pas grave pour moi. Parce que si la graine, elle est plantée, en fait, ça reviendra plus tard. Oui, complètement. En fait, là, face à ce que tu dis, je voulais juste préciser que on a toutes et tous à y gagner. En fait, moi, les personnes qui me disent « Ouais, tu fais chier, féministe de merde, sale wokisme, genre, cancel culture, enfin, tout ça, que j'entends depuis 2 ans et que je pense que je vais recommencer à entendre au quotidien, là, ça va être chouette. » Ouais, t'avais fait une pause, là, un peu, non ? J'écrivais. Ouais, j'écrivais mon nouveau livre. Et du coup, t'étais tranquille par rapport à ça. Ouais, quand même. Et ça fait bizarre quand ça repointe un peu le bout de leur nez, là, les haters. Mais en fait, ce que je leur réponds, c'est « Attendez, mais quel est le problème ? En fait, je vous explique juste que ce serait cool que les femmes et les hommes s'aiment mieux eux-mêmes et les autres. » En fait, les personnes qui défendent avec ferveur le contraire, donc qui nous disent « Ah, vous faites chier, vous êtes connes, féministes, nanana », vous défendez quoi, les gars ? Enfin, les gars et certaines femmes. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu commences à creuser, quand parfois j'ai pris le temps, alors pas sur Internet, pas en commentaire interposé, mais lors de rencontres, dans la vraie vie, de dérouler le fil, mais ce qu'ils et elles défendent, c'est la culture du viol. Parce qu'en fait, il y a des personnes, malheureusement, qui n'ont pas envie d'aimer plus sainement, qui n'ont pas envie d'aimer mieux, qui n'en ont toujours rien à faire qu'en face, la femme qui partage leur vie soit heureuse, consente à ce qu'ils lui font. C'est vraiment ça le problème. Donc moi, je vous invite quand même, quand vous retrouvez dans des discussions un peu prises de tête avec des personnes qui vous disent « Ouais, tu casses l'ambiance, moi j'adore James Bond, j'adore ceci, j'adore cela. » J'allais te le dire. J'en ai tellement, moi, des discussions comme ça, ça me heurte beaucoup. Alors, moi, j'apprends de plus en plus à dire « Excuse-moi, selon le contexte, excuse-moi, j'ai pas envie de faire de la pédagogie, bisous, bisous, bonne soirée. Ok, tu t'en vas ? Tu te lèves et tu te casses ? Oui, mais ça dépend. Très récemment, entre amis... Très récemment, j'ai donné une conférence d'1h30 sur mon sujet sur la musique, l'invisibilisation des femmes dans l'histoire de la musique. 1h30 de conférence. Et à la fin des questions-réponses, un homme a pris la parole pour me dire que c'était pas ça le féminisme, que les féministes sont les vrais sexistes, etc., etc. Le mec a déroulé. Et je me suis dit, attends, soit je rentre dans je lui réponds, ça va prendre une plombe, ça va prendre tout le monde en otage. Pardon pour l'expression, je l'aime pas, mais voilà, tout le monde va être empêché à cause de lui. Soit je lui dis clairement, et c'est ce que j'ai fait. Cher monsieur, il est 21h30, je n'ai pas envie de vous répondre, on part de trop loin. Donc merci pour votre... Je lui ai dit merci, c'était une belle leçon de féminisme. J'ai été très ironique et lui, il est parti. J'apprends à faire ça. Mais en tout cas, si vous avez un peu de patience, si ce sont des gens que vous aimez, si ce sont vos amis, que vous avez quand même envie de discuter, déroulez le fil. En fait, confrontez la personne. T'es en train de défendre quoi, là ? Parce que, par exemple, ce qui a beaucoup cristallisé ça, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Dans l'actualité, parce qu'il y a eu plein de choses, notamment à Disneyland aux États-Unis. Ils ont revu l'attraction et ils avaient enlevé la scène de fin avec le baiser donc de Blanche-Neige, le fameux baiser. En France, partout dans le monde, ça a fait un tollé. Robert Ménard, notamment en France, avait dit qu'en gros, on tuait la culture populaire, etc. Il faut savoir que d'abord, dans le conte d'origine, ce baiser, il n'y est pas. C'est pas comme ça que Blanche-Neige se réveille. Livre, Elle se réveille parce qu'elle avait un morceau de pomme coincé et que le cercueil, les gens trébuchent et donc ça la fait bouger et donc le morceau de pomme s'enlève et elle se réveille. Donc déjà, c'est pas le conte d'origine. Et ensuite, quand tu poses la question, qu'est-ce que tu défends là si on enlève le baiser de non consenti de Blanche-Neige, qu'est-ce que tu défends ? Quand même, c'est la culture. C'était pas dans le conte d'origine. Ouais, mais quand même. Déjà, la personne, elle dit OK. Et après, tu dis, qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, que la princesse soit embrassée dans son sommeil, qu'elle ne consente pas ? Et en fait, tu vois ce que la personne va te répondre. Mais généralement, en 2 ou 3 réparties, tu dis OK, mais en fait, ce que tu es en train de défendre, c'est la culture du viol. T'as déjà donné des cours de conversation comme ça, de rhétorique ou pas ? Non, mais je peux t'emmener avec moi en dîner. avec joie. Je n'ai qu'une chose à dire, merci. Non, mais merci on arrive à la fin. Merci pour notre échange, merci pour ta clairvoyance, merci pour ta culture de la pop culture. Est-ce qu'on peut juste conclure avec ma phrase signature ? Il va falloir que tu me donnes une petite définition à la lumière de tout ce qu'on s'est dit. On laisse pas Marie-Charlotte dans un coin. Ah non, on laisse jamais Marie-Charlotte dans un coin. On laisse
laisse aucune femme dans un coin. Regardez Dirty Dancing. Oui, c'est votre devoir. Non, est-ce que tu peux me dire, selon toi, c'est quoi l'amour aujourd'hui à la lumière de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? L'amour amoureux, amical, familial, sans hiérarchisation, toutes les formes d'amour, c'est ce qui me permet, moi, chaque jour de mettre un pied devant l'autre avec le sourire. Ça ouvre encore un autre débat derrière. Il y a la hiérarchisation. J'ai fait exprès. Non, mais parce que c'est très, très important de se rappeler que l'amour, c'est pas que l'amour amoureux. Du tout. C'est aussi pour ça que j'ai créé C'est quoi l'amour? C'est que j'avais envie d'aller au-delà de l'amour romantique et de parler d'autres choses, d'autres formes d'amour. Petit clin d'œil à Bell Hooks. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était passionnant, Chloé, de discuter avec toi. Je suis très heureuse. Auditeurs, auditrices, si cet échange vous a bousculé, si cet échange vous a fait plaisir, si vous a mis des étoiles dans les yeux, allez en mettre sur Apple Podcast et sur Spotify. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur Spotify quand vous cliquez sur le descriptif de l'épisode. Venez nous faire un coucou sur Instagram, @crushlepodcast, @Chloé Thibault. Dans ton compte Instagram? Oui, c'est Chloé CHLOE_THBD. Allez en librairie, achetez Désirez la violence, dévorez-le. Mettez des cornets des pages, surlignés avec des stabilos, notez des trucs dans des carnets. Allez bien sûr acheter ce nouveau bouquin qui vient de sortir il y a quelques jours, qui s'appelle Pourquoi les hommes ont peur des femmes. Pardon. Et surtout, prenez soin de vous. Merci Chloé. Merci à toi. Ça va? Super. Très bien. Trop bien. Smoking hot like molten rock to a beat that's sweeter than soda pop. I put the whole world under my spell where I know everything is gonna go well.